Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans notre amphithéâtre en présentiel plusieurs promotions. Donc, notre amphithéâtre du campus de Nanterre-Césy. La promotion FISA, ingénieur généraliste industriel de dernière année, mais aussi des mastériens spécialisés en qualité, sécurité, environnement. Promotion rentrée en octobre, mais également des petits nouveaux rentrés en février. Bienvenue à tous. Normalement, donc la majorité, vous connaissez comment les causeries fonctionnent. Je dis aussi à tous parce qu'on a des gens qui nous suivent chaque semaine en live grâce au lien qui est disponible depuis 4-5 ans maintenant. Un lien unique pour toute la saison, diffusable, gratuit, un simple clic à 13h et ça s'arrête à 14h. Vous pouvez le diffuser, c'est vraiment l'idéal. Il y a des tuteurs qui nous regardent, des partenaires, des institutionnels, vos réseaux personnels aussi, pourquoi pas. Chacun peut être intéressé par les thématiques proposées. Les causeries Césy, déjà 10e saison, ça commence à faire un bout de temps. Ça ne me rajeunit pas non plus, mais je vous propose chaque année et j'espère toujours avec beaucoup de sujets d'actualité riches qui peuvent vous intéresser. 25 à 26 causeries par an, de fin octobre à fin avril, tous les mardis de 13h à 14h. Avec une petite pause en décembre. On a la chance de pouvoir retrouver les 4 dernières saisons sur la chaîne YouTube, dans la playlist Les Causeries Césy. Alors n'hésitez pas, vous trouverez votre bonheur, j'en suis sûre, ou faire partager certaines thématiques avec des gens qui seraient intéressés. Les causeries, ce n'est pas des cours. Les causeries, ça, comme je le disais, il y a un public très varié. L'idée, c'est d'enrichir votre culture générale. C'est de pouvoir après interagir, échanger avec des professionnels ou dans vos réseaux personnels chaque jour, être un meilleur citoyen et professionnel. Voilà. Donc, j'espère que vous pourrez tirer le meilleur de ce qu'on vous propose chaque année et en particulier donc, cette 10e saison 2023-2024. Je vous rappelle que les causeries, c'est aussi un moment d'échange avec le causeur. C'est ça l'intérêt. Donc, surtout, si vous avez des idées, de questions ou autres, vous les notez. En live, pareil, vous avez la possibilité de poser vos questions à l'adresse suivante, causerie@cesi.fr et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Vous n'hésitez pas donc en présentiel à lever la main bien haut que je vous apporte un micro afin que l'ensemble de nos participants aujourd'hui entendent vos questions et que le causeur puisse y répondre. Voilà. Donc aujourd'hui, on reçoit Benjamin Brodt, un collègue Césy, donc un collègue Césy depuis quelques mois, presque, enseignant, consultant en formation, mais qui donne aussi un peu des cours dans des promotions. Il va se présenter mieux que moi. Il n'est pas à la base spécialité sur cette thématique, plutôt performance énergétique, mais aujourd'hui, il partage avec vous sa passion, son expertise sur d'autres sujets. C'est aussi ça les causeries, permettre d'échanger sur plein de sujets. Et j'espère que ça va vous donner des idées pour pouvoir un petit peu interagir lors de cette causerie. Merci Benjamin, on peut l'applaudir bien fort. Première fois pour lui. Je vais lui donner la parole et vous souhaiter une très bonne causerie, surtout le live. N'importe quelle question à causerie@cesi.fr. Merci. Merci Héloïse. Alors tu as prononcé mon nom à l'allemande, Benjamin Brodt. C'est plutôt Benjamin Brodt. J'y tiens, c'est l'accent auvergnat, j'y tiens beaucoup. Alors effectivement, moi j'ai intégré le Césy il y a 1 an. Je suis enseignant responsable pédagogique. Et avant d'intégrer le Césy, j'ai fait une dizaine d'années en tant qu'ingénieur de recherche dans l'efficacité énergétique, notamment dans l'industrie, dans les réseaux de chaleur, dans le tertiaire. Et aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler de ça. J'ai choisi un sujet vraiment très éloigné de l'efficacité énergétique. Voilà, pour changer un peu, j'ai fait 10 ans, j'avais envie de changer un peu. Alors au début, j'étais parti sur le tricot. Je voulais vous parler du tricot pendant 1 heure, toutes les techniques de tricot dans le monde. J'avais même une problématique, c'est comment tricoter sans passer pour une grand-mère. Et j'ai commencé à faire mon PowerPoint et au bout de 2 slides, je me suis dit non, le Césy n'est pas prêt à entendre ce que j'ai à dire. Donc j'ai changé de sujet. Je suis parti sur un sujet beaucoup plus terre à terre, puisque c'est le sujet de la conscience. Et on va parler de drogue hallucinogène et d'expérience de mort imminente. Donc voilà, c'est un sujet terre à terre.
Alors, je vais vous faire le déroulé de ma présentation va être en 4 temps. Dans un premier temps, je vais donner un peu des généralités sur la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Qu'est-ce que dit la philosophie, les sciences sur la conscience? Un peu des distinctions entre les termes. Donc on va explorer un peu tout ça. Et c'est un exercice pas facile parce que justement la conscience, il n'y a pas vraiment de consensus philosophique ou scientifique sur ce qu'elle est vraiment. Ensuite, on va faire un focus sur le lien entre la conscience et le cerveau. Puisque apparemment, il y a des liens très forts entre ce qui se passe dans nos cerveaux et nos états de conscience. Donc on va explorer un peu ces aspects-là. Dans un troisième temps, on va avoir des états de conscience modifiés. Donc ça, c'est un sujet très particulier c'est des états dans lesquels les gens font des témoignages très particuliers de sensations et de perceptions qui dépassent un peu l'entendement. Et c'est vraiment un défi pour les sciences de comprendre vraiment ces états de conscience modifiés. Donc on va un peu explorer notamment 2 états de conscience modifiés particuliers, ceux qu'on peut avoir avec une prise de psychotropes tels que les psychédéliques, les champignons, le LSD et d'autres. Donc on va parler de tout ça. Et également les états de conscience modifiés qu'on appelle les expériences de mort imminente. Et pour finir, on verra que ces états de conscience modifiés sont un peu des anomalies pour la science et qu'on est peut-être, avec ces expériences qu'on n'arrive pas à expliquer, on est peut-être à l'aube d'une révolution scientifique qui va amener à remettre en question certains de nos modèles, de nos paradigmes, notamment le matérialisme. Donc on va parler de tout ça. Avant de vous faire le déroulé de ma présentation, j'aimerais vous parler vous relater une expérience personnelle, une expérience un peu spéciale qui m'est arrivée, qui m'amène un peu aujourd'hui à être devant vous et à vous parler de ces sujets. Donc c'est une expérience que j'ai faite pendant une sorte de rêve, un rêve où j'étais à moitié conscient, moitié lucide. Et pendant ce rêve, j'ai eu vraiment la sensation de sortir de mon corps. J'ai eu la sensation que ma conscience, mon esprit est sorti de mon enveloppe corporelle et je pouvais me voir d'au-dessus. Je pouvais me voir vraiment de manière objective. Je voyais mon corps allongé sur le lit et j'étais en dehors de mon corps mais avec mon fonctionnement normal et ma conscience normale. Donc là, dans l'expérience, déjà, ça a été un premier choc. Et ensuite, pendant l'expérience, en fait, il y a eu un moment où, donc, plus j'observais mon corps, plus je ressentais une certaine douleur et une boule qui s'est mise à grossir au niveau de ma bouche et de mes gencives et de mes dents de devant. En fait, à l'époque, au moment où j'ai fait cette expérience, j'avais un petit problème de santé. Au niveau des gencives, j'avais des saignements de gencives quasiment tous les jours. En fait, j'avais un problème qui n'était pas douloureux, mais qui était vraiment une gêne, qui me donnait des saignements quasiment quotidiens. Donc c'était quand même handicapant et pas agréable. Donc j'avais vu plusieurs médecins, plusieurs dentistes, j'ai eu des traitements, j'ai eu pas mal des techniques de brossage de dents, un certain nombre de choses que j'ai essayé de mettre en place qui ont soulagé les symptômes et qui n'ont jamais vraiment guéri les symptômes. C'est quelque chose que j'ai eu pendant des années. Et en fait, donc, pour revenir à l'expérience, j'ai ressenti que cette douleur a vraiment grandi et que j'avais comme une boule au niveau de ma bouche qui s'est mise à devenir énorme et j'ai eu la sensation de rentrer dans cette boule. Et au moment où je suis rentré dans cette boule, j'ai revécu une scène de mon enfance de manière très, très claire, très limpide, en ressentant les émotions de ce que je voyais. Cette scène, c'était où je me suis revu après un accident de vélo où je m'étais pris un mur, je m'étais pété les dents de devant. Et suite à ça, j'avais eu des dents cassées qui ont commencé à pourrir, et des saignements. Et en fait, pendant des mois, j'ai eu un fort sentiment de honte par rapport à ça parce que je n'osais pas le montrer, j'osais pas rigoler, j'osais pas sourire. Quand je parlais, je mettais ma main devant. Je voulais pas montrer en fait que j'avais ce problème-là. Et donc j'avais à ce moment-là un fort sentiment de honte. Et en fait, mon expérience m'a fait revivre ce sentiment de honte,
avec la même intensité que j'ai eue au moment où j'étais enfant. Et le lendemain, je me suis réveillé et j'avais plus ma gêne au niveau des gencives et j'ai plus jamais eu de saignement de gencives. Donc voilà pour l'expérience qui m'a amené pas mal de questions sur le fait de sortir de son corps, la relation entre la conscience et le corps, entre le fait d'avoir guéri de quelque chose par une expérience, sans passer par un traitement classique médical. Donc ça m'a amené tout un tas de questions et de réflexions sur ce sujet-là. Alors la conscience, on va essayer dans un premier temps de la définir, et c'est peut-être la chose la plus compliquée à faire. Donc la conscience, ça serait une sorte de flux permanent qu'on ressent à tout moment, et qui est un peu une sorte de synthèse, d'unification de tout un tas de phénomènes qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, qui sont la perception, la connaissance, le langage, la mémoire, le sentiment d'avoir un libre arbitre, d'avoir une intention, d'avoir des émotions, des sentiments, des sensations, des pensées, d'avoir un sens de soi, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être nous-mêmes, et c'est quelque chose qui reste toute la vie, quoi. Il y a une sorte d'unité dans ce sentiment-là. Donc la conscience, ça serait un peu la synthèse de toutes ces, on peut appeler ça, je sais pas, des phénomènes, des fonctions. Et la conscience crée la synthèse de tout ça en faisant une expérience subjective du monde. Et une expérience qui est unique. En gros, la conscience, c'est qu'est-ce que ça fait d'être soi-même, le sentiment d'être soi-même. Et ça, c'est quelque chose de vraiment unique. Et vous seul pouvez répondre à cette question dans l'univers entier, parce que la façon dont vous êtes configuré au niveau de la matière, l'univers s'est jamais configuré comme vous êtes, de manière exactement identique. Donc vous êtes la seule personne à pouvoir répondre à la question de ce que ça fait d'être vous-même. Aucun scientifique, même s'il vous ouvre le cerveau et regarde tout ce qu'il y a dedans, pourra en conclure que vous ressentez ça, et pourra dire des choses sur ce que ça fait d'être vous-même. Donc rapidement, je vais apporter une petite distinction sur la conscience. Donc il y a vraiment beaucoup de débats sur ce que c'est la conscience dans la philosophie, dans les sciences. Il y a vraiment des thèses dans tous les sens avec des courants de pensée. Donc on va essayer de simplifier. Dans cette présentation, la conscience et l'esprit vont être, on va dire que c'est la même chose. Par contre, c'est différent de l'âme. L'âme, on va plutôt le laisser avec la dimension religieuse, spirituelle. Dans un premier temps, on va essayer d'enlever un peu cette dimension-là et rester sur des choses plus terre à terre. Alors, dans la philosophie, dans la science, il y a deux grosses distinctions qui sont faites, qui sont importantes quand on parle de conscience. C'est la conscience phénoménale et la conscience d'accès. La conscience phénoménale, en gros, c'est le subjectif. C'est l'effet que ça fait d'être, comme je vous disais, l'effet que ça fait d'être vous. C'est vraiment votre expérience subjective. Et la conscience d'accès, c'est plutôt des informations. Par exemple, si je vous montre un piment, vous allez avoir l'information, en regardant le piment, vous allez avoir un stimulus visuel, et dans votre cerveau va s'activer un processus qui va mettre en lien votre mémoire, vos connaissances, et qui va arriver à la conclusion que si vous le mangez, ça va vous arracher la gueule. Ça, c'est une conscience d'accès. Mais c'est différent de manger le piment. Manger le piment, ça serait vraiment, vous allez avoir une sensation que vous pouvez avoir qu'en mangeant le piment. Vous avez également donc, la conscience de soi, on en a parlé un peu, le sentiment un peu d'unité, d'être soi-même. La conscience réflexive aussi, c'est souvent évoqué en philosophie, c'est le fait de pouvoir observer et juger ses propres pensées, ses propres perceptions, d'avoir un regard sur soi-même. En sciences cognitives, on appelle ça la métacognition. Et ça, donc, c'est une capacité très particulière qu'a l'humain, et peut-être d'autres êtres vivants, on va en parler un peu. Alors, il y a aussi certains qui parlent de conscience primaire. Ça serait un peu comme vraiment le premier niveau de conscience où on peut être vigilant, attentionné à quelque chose. Alors cette distinction conscience phénoménale et conscience d'accès,
C'est un sujet assez énorme et de débat entre la philosophie et les sciences. Pour la conscience phénoménale, il y a vraiment un problème qui a été posé par des philosophes. On appelle ça le problème difficile de la conscience. Et on parle d'un fossé explicatif entre ce qu'on ressent comme expérience, par exemple l'expérience dont je vous ai relaté en introduction. Et, par exemple, quand vous faites un rêve, vous avez une expérience, mais aucun chirurgien, en regardant votre cerveau, pourra vous dire ce qui s'est passé dans votre rêve. Vous avez un contenu, vous seul y avez accès. Et donc, c'est vraiment un problème pour les sciences qui se veulent une démarche objective de parler de ces phénomènes qui sont subjectifs, quoi. Donc, c'est vraiment problématique pour les sciences et c'est vraiment une limite forte d'explorer ces dimensions qui sont subjectives. Alors, toujours dans les définitions et distinctions, on parle vraiment de deux choses dans la conscience, c'est les niveaux de conscience et le contenu de la conscience. Donc le niveau de conscience, c'est par exemple, est-ce que je suis éveillé, est-ce que je dors, est-ce que je suis attentionné à quelque chose. C'est différents degrés de conscience qu'on peut avoir. On peut être dans le coma, on peut être inconscient. Il y a différents degrés. Le contenu de la conscience, c'est tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le sentiment d'être soi, les perceptions, les émotions. C'est tout le flux de perception qu'on peut avoir en permanence. Donc là, vous avez un petit graphique qui montre un peu qui est assez connu. Vous avez en abscisse le niveau d'éveil et en ordonnée le niveau de conscience. Et là sont placés plusieurs états de sommeil, des états végétatifs, le coma. Par exemple, le coma, voilà, on n'a pas très peu d'éveil et très peu de conscience. Et voilà, il y a tout un tas d'états qui sont étudiés par les sciences. Alors, quand on parle de la science, c'est important aussi de parler quand on parle de la conscience. Ce qui nous aide à définir la conscience, c'est de parler de l'inconscient. Donc l'inconscient, c'est un énorme sujet aussi. Et en fait, il se passe vraiment plein de choses inconscientes en nous-mêmes. Par exemple, au niveau physiologique, la digestion, le rythme cardiaque, la respiration. Tout ça, c'est des phénomènes qui se passent en nous, mais qui sont inconscients, qui sont autonomes. De plus en plus, on remarque avec les sciences cognitives, on va un peu en parler, mais que la majorité de nos processus cognitifs, d'apprentissage, de mémoire, de langage, ont des mécanismes qui sont complètement inconscients. Et finalement, ce qui est conscient représente une petite partie de notre cerveau. En psychologie, c'est un gros sujet aussi, l'inconscience. Vous avez tout un tas de théories sur l'inconscience, notamment, ça a été beaucoup développé par Freud à la fin du 19e siècle, où il a vraiment expliqué l'esprit, il a divisé l'esprit en plusieurs instances, avec une instance qui est l'inconscience, où qui va contenir plein de choses, des désirs, des pulsions, des choses qu'on a refoulées. Le mécanisme de refoulement est très important dans cette théorie-là. C'est vraiment rejeter, nier des émotions, des informations qui vont être ingérable à un moment donné. Une information qui est trop dure, une émotion qui est trop forte, votre psychisme ne va pas pouvoir la digérer, l'accepter. Donc ça va être refoulé quelque part dans votre corps et vous allez le mettre de côté, ça va être mis sous le tapis, mais ça va être toujours là. Et parfois, ces émotions peuvent remonter à la conscience. Et c'est peut-être ce qui m'est arrivé dans l'expérience que je vous ai racontée en introduction. C'est le fait d'avoir une émotion qui est restée pendant des années en moi, et à un moment donné, avec cette expérience-là, elle est remontée, quoi. Mais le contenu de l'émotion était toujours là, je l'avais refoulé. Après Freud, vous avez eu, je vais aller rapidement là-dessus, il y a Jung aussi qui a beaucoup travaillé sur l'inconscient psychologique, avec notamment la notion d'inconscient collectif, où il dit qu'il y aurait un inconscient au niveau pas juste à l'échelle individuelle, mais des populations et des sociétés. Alors, pour cette présentation, j'ai essayé de construire un peu un tableau en essayant de répondre à des questions très simples sur la conscience, avec ces questions-là, le quoi, qui, quand, où, comment, pourquoi, et de voir qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce que dit la philosophie, la psychologie, éventuellement d'autres sagesses et voies de connaissance sur ces questions-là. Donc j'ai un peu décliné, je ne vais pas répondre à tout, je n'ai pas rempli toutes les cases, mais ça peut être un travail intéressant. Par exemple, sur le quoi, on peut se demander qu'est-ce que c'est la conscience, qu'est-ce que c'est l'inconscience, donc on en a un peu parlé. Quelle est la nature de la conscience? Est-ce que c'est une force fondamentale ou juste un phénomène du cerveau? Voilà le genre de questions qu'on peut se poser. Pour le qui,
qui étudie la conscience? Donc ça, on va un peu en parler. Qui est conscient? Bon, a priori, les humains, nous sommes conscients. Est-ce que les animaux sont conscients? Quel type de conscience ils ont? Est-ce que les végétaux sont conscients? Les minéraux? On peut aller très loin dans cette question. Quand est apparue la conscience? Alors ça, c'est une grande question. On va un peu l'étudier, elle est assez complexe. Pour le où est la conscience? Là, c'est la grande question. Est-ce qu'elle est dans le cerveau? On va discuter de tout ça. Est-ce qu'elle émerge du cerveau? Peut-on localiser la conscience? Le comment, ça intéresse beaucoup les sciences. Comment émerge la conscience? Comment une information passe de l'inconscient à la conscience? Donc les neurosciences étudient beaucoup ça. Et le pourquoi, ça c'est une grande question aussi, on va pas trop, il peut nous emmener très loin, c'est pourquoi on est conscient. Ça, peut-être on pourra en discuter. Alors, qui étudie la conscience? Donc, en fait, la conscience, elle est vraiment étudiée à différents niveaux d'organisation du vivant, de la matière. Je ne sais pas si vous vous rappelez en SVT au lycée, enfin, je ne sais pas si on voit toujours ça, mais on voit un peu les échelles du vivant et l'organisation, la complexification de l'organisation de la matière. On part des atomes, ensuite on a les molécules, les cellules, les tissus, les organes, qui créent un système, qui créent un organisme. Et voilà, on a toute une échelle de complexification de la matière. Et donc au final, il y a plein de sciences qui s'intéressent à chaque niveau d'organisation de la matière. Pour les atomes, au plus petit, on a la physique quantique. Et pour tout ce qui est cellules, on a la biologie et la neurologie, donc qui étudient les cellules du cerveau, que sont les neurones. Et la psychologie, qui est plutôt une étude de la conscience à l'échelle de l'individu, de l'organisme, qui fait le lien entre et aussi au niveau des populations. Donc voilà, on a tout un tas de disciplines qui étudient la conscience, mais parfois qui ont du mal à discuter entre elles, parce que chaque discipline a des langages très différents, des vocabulaires très différents. On a parlé de l'inconscient chez Freud. Il a son langage, le ça, le surmoi, comment il a créé le système de la conscience, de l'inconscience. Et donc, des fois, les disciplines entre elles ont beaucoup de mal à communiquer parce que ce n'est pas le même vocabulaire, ce n'est pas les mêmes processus, ce n'est pas les mêmes sciences. Donc, c'est pour ça que les neurosciences ont été inventées justement pour faire un peu du lien entre ces différentes disciplines. Donc, en fait, la conscience, elle intéresse les sciences depuis pas très longtemps. Ça intéresse la philosophie depuis toujours, depuis la création de la philosophie. Mais pour la science, c'est assez récent. Et depuis quelques années, là, il y a des explosions de recherche sur la conscience, le cerveau et les sciences cognitives. Et depuis 15-20 ans, ça explose et il y a des articles universitaires dans tous les sens. Alors, toujours dans la question du qui, on peut se demander est-ce que les animaux sont conscients? Donc là, je vais aller assez vite, mais il y a un test, peut-être vous connaissez, qui est assez connu. On appelle ça le test du miroir. C'est mettre un point, une marque sur un animal, par exemple un point rouge sur son front, le mettre devant un miroir et de voir comment il réagit. Si l'animal a un comportement où, par exemple, il va se toucher le point sur son front, on va conclure qu'il a une sorte de conscience, une forme de conscience de soi, une conscience réflexive, où il voit qu'il y a un truc qui est pas normal par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Alors il y a un certain nombre d'animaux qui passent ce test du miroir. Tous les grands singes. Mais après il y a des trucs étonnants, il y a le dauphin, l'éléphant. Et dans nos trucs plus étonnants, il y a la pie. La pie, super intelligente, elle est capable aussi de capacité de planification importante et elle passe le test du miroir. Là, il y a un animal que je ne connaissais pas, mais qui a été récemment, ils ont montré qu'il passait le test de la conscience. Le labre nettoyeur commun, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Est-ce qu'il y en a qui ne passent pas le test du miroir ici? Non. Est-ce qu'il y en a qui le passent en étant bourrés? Non, personne? Normal. Mais je crois que passer le test du miroir, c'est un prérequis pour rentrer au CESI, il me semble. Le test du miroir, il a vraiment des limites. Il est intéressant, il permet de voir un peu une forme de conscience chez certains animaux. Mais ça a aussi beaucoup de limites, parce qu'en fait, c'est considéré que
les animaux seraient conscients de la même façon dont nous, on est conscients. Alors qu'en fait, il y a des animaux dont la vue n'est pas du tout le sens principal. Là, c'est concentré sur la vue. Vous prenez un chien, c'est plutôt l'odorat. Les chiens ne passent pas le test du miroir. Est-ce qu'on doit en conclure qu'ils n'ont pas cette conscience un peu d'eux-mêmes ? C'est délicat à répondre à cette question. Et alors, ils font maintenant des tests du miroir avec les odeurs, par exemple, pour les chiens, où ils mettent dans une boîte l'odeur du chien en question et on regarde comment il réagit. Les chauves-souris, par exemple, c'est très dur de leur faire un test du miroir parce qu'ils ont un système de localisation qui ne fonctionne pas du tout comme nous, avec écolocalisation. Donc voilà, si on leur fait le test et qu'on en conclut qu'ils n'ont pas la conscience d'eux-mêmes, il y a quand même un problème au niveau de la méthodologie. Bon, voilà, ça reste intéressant comme test. Alors là, on était dans le qui, maintenant on passe au quand la conscience est apparue. Alors là, c'est une question très complexe parce qu'en fait, elle dépend vraiment de qu'est-ce qu'on entend par conscience. Quand la conscience est apparue à l'échelle du vivant, du développement des espèces, alors il y a plein de théories là-dessus, ça rejoint toutes les théories sur l'évolution d'après Darwin. Et donc là, personne n'est vraiment d'accord parce que ça dépend vraiment de dire qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on considère que le fait d'être vigilant, de pouvoir porter une attention sur quelque chose, c'est une forme de conscience ? Si oui, eh ben on va dire que tels animaux qui sont apparus il y a 400 millions d'années sont conscients. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros, il y a des scientifiques qui distinguent un peu plusieurs niveaux, qui parlent de niveau de la vie, qui est vraiment la reproduction. Après, le développement du système nerveux, qui est plutôt apparu il y a 500 millions d'années, et que les premiers signes de conscience phénoménale, dont on a parlé tout à l'heure, donc un peu de ressentir les choses, ça serait apparu, donc là c'est leur niveau 3, il y a à peu près 500 millions d'années. Donc si vous regardez dans la frise, c'est avant les mammifères, donc il y aurait des formes des poissons, des amphibiens qui commencent à avoir une forme de conscience. Après, la conscience, les autres niveaux de conscience, notamment la conscience réflexive, on l'a vu que tous les animaux ne passent pas le test du miroir, donc ça serait apparu plus tard. Donc voilà, là vous pouvez... c'est un gros sujet, il y a plein de théories là-dessus, donc là je ne peux pas vous donner... la conscience est apparue tel jour, lundi matin à 9h, je peux pas répondre comme ça, quoi. Alors très rapidement, là sur un peu les enjeux de la conscience, de tout ce que je viens de dire. Donc il y a vraiment des enjeux au niveau de la connaissance là, sur le fait d'étudier la conscience. On a vu que pour la philosophie, il y a vraiment, ils appellent ça un problème difficile de la conscience, et qu'il y a vraiment un fossé explicatif entre les expériences subjectives des gens et ce que la science peut en dire. Et donc là, il y a vraiment des enjeux avec la conscience, ça fait vraiment travailler cette discipline-là. Il y a des enjeux de santé, de parler de conscience, parce que tous les états de coma, de végétatif, qu'on comprenne quels sont les degrés de conscience des gens qui sont dans ces états-là, et du coup ça va changer un peu nos façons de faire. Il y a des enjeux au niveau de la justice aussi, parce que il y a certains cas où on peut avoir quelqu'un qui fait un meurtre, mais il est jugé par les psychiatres pas conscient de ses actes, et du coup il va pas aller en prison, mais il va aller en asile psychiatrique, donc ça change pas mal de choses. Et vraiment les questions sur la conscience nous amènent beaucoup de questions aussi par rapport à notre rapport au vivant, parce que si on considère que en fait, tous les animaux ont un niveau de conscience, même peut-être les végétaux, notre rapport par rapport à notre environnement, il va changer. Donc ça a des enjeux au niveau de l'écologie. Donc voilà, on va passer à la deuxième grande partie. Je vais aller assez vite sur cette partie parce que hier je me suis entraîné, c'était un peu trop long. Et puis c'est la partie la plus chiante en plus, donc on va aller vite, mais c'est vraiment de voir les liens entre la conscience et le cerveau. Donc c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est très étudié depuis quelques années par les neurosciences. Et voilà, la question c'est, est-ce que le cerveau crée la conscience comme le foie crée la bile ? Est-ce que la conscience émerge du cerveau, de nos neurones, de l'organisation un peu complexe de nos neurones ? Donc ça c'est une grande question qu'étudient les scientifiques. Donc là, je vais passer rapidement. Là, c'est une description un peu du cerveau, qui est quand même une machine assez dingue. On a entre 80 et 100 milliards de neurones. Chaque neurone est connecté à entre 5 et 10 000 autres neurones.
Ça crée 1 million de milliards de connexions. C'est assez faramineux. Donc c'est un organe qui consomme beaucoup d'oxygène, beaucoup d'énergie. Là, vous avez des images d'organisation des neurones plus ou moins longs et qui traversent plusieurs couches qu'on a dans notre cerveau. Donc je vais pas trop, on pourra revenir dessus si vous voulez. Alors il y a une grande question là dans ces études entre le cerveau et la conscience. Il y a vraiment une difficulté, c'est comment la conscience elle émerge. La conscience étant un phénomène subjectif unifié, on a un sentiment, on est conscient un peu d'une chose à la fois, on peut porter notre attention sur une chose, on a un sentiment quand même unifié, alors qu'en fait dans le cerveau il se passe des milliards de processus cognitifs, d'apprentissage, de mémoire, qui fonctionnent en parallèle, en même temps, et d'un coup on passe à la conscience qui est un sentiment unifié. Donc c'est ce passage-là qui est super compliqué à comprendre, et qui anime les scientifiques depuis des années. Alors il y a clairement des liens entre la conscience et le cerveau. On le voit, là vous avez un tableau, vous avez différents états de conscience, plus ou moins de pleine conscience, avec différents degrés d'éveil. Et en fait, on remarque que le cerveau émet des ondes à des fréquences différentes en fonction de ces états de conscience. Donc là, il y a clairement un lien qui est établi, ce qu'on appelle une corrélation. Donc c'est un lien, mais c'est pas, on va en reparler pas mal, mais c'est pas une causalité. C'est un lien, ce qu'on appelle une corrélation, mais c'est différent d'une causalité. On va discuter un peu de ça tout à l'heure. Là, je vais passer assez vite. C'est toujours dans cette idée que les théories scientifiques sur le cerveau recherchent des corrélats neuronaux de la conscience. Donc, c'est des liens entre des états mentaux et des organisations des neurones dans le cerveau. Donc, ils essayent en fonction des états mentaux qu'on a, en fonction par exemple, le coma, les états végétatifs ou les états méditatifs, et regardent, quand on est dans ces états-là, comment les cerveaux s'organisent, comment ils communiquent, comment les différentes parties du cerveau interagissent entre elles. Donc, voilà, ça c'est beaucoup étudié. Là, je vais passer vite, mais c'est un peu les dernières recherches sur les régions du cerveau qui, a priori, sont les plus importantes dans l'émergence de la conscience, selon les scientifiques. Donc, il y aurait le cortex, la formation réticulée qui est importante, c'est elle qui permet d'être attentionné, d'être vigilant. Ce qu'il en ressort là, des dernières recherches, c'est qu'il n'y a pas une zone précise où la conscience est dedans. La conscience émergerait d'une synchronisation et d'un travail de plusieurs parties du cerveau, plus ou moins profondes. Alors il y a une théorie qui est assez solide et dont on parle beaucoup et qui est l'une des plus importantes pour faire les liens entre les états mentaux et la conscience. C'est ce qu'on appelle l'espace de travail neuronal global. Donc ça vient de français, Monsieur Changeux et Stanislas Dehaene. Donc c'est des chercheurs, des neuroscientifiques qui travaillent au CEA et qui ont créé tout un modèle qui permet d'expliquer comment une information passe de l'inconscient à la conscience dans le cerveau, et ils regardent comment le chemin électrique qui se passe dans le cerveau en fonction des neurones et crée à un moment donné un état de conscience, parce qu'il y a plusieurs zones qui sont activées au même moment à partir d'un certain niveau d'activité du cerveau. Donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En fait, voilà, c'était une des théories, mais en fait, il y en a plein. Je ne vais pas toutes les expliquer, parce qu'il y en a qui sont incompréhensibles. Mais en fait, il y a vraiment les neurosciences, depuis quelques années, c'est un florilège de théories qui essaient d'expliquer ces corrélats neuronaux de la conscience, comment il y a un lien entre nos états mentaux et ce qui se passe dans le cerveau. Alors, il y a un truc important, c'est que toutes ces théories-là, elles sont vraiment sur la conscience d'accès, elles travaillent sur la conscience d'accès dont je vous ai parlé tout à l'heure en définition, au début dans les définitions. Pas trop sur la conscience phénoménale, voire pas du tout, sur la conscience qui est plus subjective. Là, ces travaux travaillent vraiment sur le fait que on reçoit une information, par exemple le piment, je vois un piment, et d'un coup je me fais la réflexion que ce piment, si je le mange, ça va être problématique. Les sciences étudient
cette forme de conscience-là, mais la conscience phénoménale, la partie subjective, est très peu étudiée. Alors, voilà, ça donc c'est important, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que toutes ces théories arrivent à mettre en lumière des corrélations, des liens entre les états mentaux et ce qui se passe dans le cerveau. Mais ce n'est pas une relation de causalité. À aucun moment, on voit que la conscience émerge d'une certaine organisation de la matière des neurones. Là, vous avez un exemple. Par exemple, s'il y a du soleil, ça va augmenter les ventes de glace. Ça va aussi augmenter le nombre de personnes qui vont avoir des coups de soleil. Mais ça ne veut pas dire que si je prends une glace, je vais avoir plus de coups de soleil. Il y a une corrélation entre les glaces et les coups de soleil, mais il n'y a pas une relation de causalité. La causalité, elle est liée avec le soleil. Donc, toutes ces théories sont assez critiquées. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de contre-théories qui les critiquent et qui en montrent les limites, notamment dans le fait qu'on n'a toujours pas cette notion de causalité entre le cerveau et la conscience. Donc ça, c'est quand même un sacré résultat. Donc on va en parler un peu après avec les états de conscience modifiés, parce que c'est quand même, ça laisse la porte à des choses qui peuvent être assez folles, comme la conscience peut-être serait en dehors de notre cerveau, en dehors de notre corps. Alors ok. Alors les états de conscience modifiés, la troisième grande partie. Là, c'est vraiment des états où on n'est pas dans un état de conscience ordinaire comme on peut être actuellement. Et ça pose vraiment beaucoup de questions. Il y a certains états qui sont bien connus. On voit bien ce qui se passe dans le cerveau et on arrive à conclure du degré de conscience des personnes. Mais dans ces états de conscience modifiés, les gens relatent des expériences subjectives énormes, comme par exemple celle que je vous ai racontée en introduction. Ça, aucun scientifique, pendant la nuit où j'ai fait ce rêve, si un scientifique m'avait ouvert le cerveau, il n'aurait a priori pas pu m'expliquer ce que j'ai vécu. Il y a un truc subjectif. Et donc voilà, ces états de conscience amènent à des témoignages, on va en voir un peu, qui sont assez dingues et qui remettent en cause certains de nos modèles scientifiques. Alors il y en a des états de conscience, donc il y en a plusieurs. Il y a les états normaux, dans le sommeil. Il y a ce qu'on peut appeler des états altérés, où là ça va être plutôt tout ce qui est maladie, traumatisme. Donc on a vu le coma, l'état végétatif, qui sont des états un peu qui durent dans le temps. Après on a des états qui sont plus courts, l'évanouissement, la syncope, l'anesthésie, qui sont des états de conscience mais temporaires. Et après on a la grande famille des états modifiés qu'on peut avoir de plusieurs façons, par des substances qu'on ingère, notamment des psychotropes. Et là, on va s'intéresser un peu à la famille des psychédéliques. On peut avoir des états de conscience modifiés avec de l'hypnose, de la méditation, de la danse, même avec des techniques de respiration. Il y a des gens qui relatent des états de conscience modifiés où ils sortent de leur corps, où ils voient des choses, on va en parler. Et dans une autre grande famille des états modifiés, c'est les expériences de mort imminente, dont on va les détailler aussi. Voilà, on va se concentrer là-dessus. Donc, les psychédéliques, alors là je vais prendre quelques précautions. Toutes les substances dont je vais parler là, je vais présenter certaines vertus, certains aspects positifs. Elles sont tout à fait interdites en France, elles sont considérées comme des drogues et des stupéfiants. Donc, complètement interdite à la consommation. Donc là, dans tout ce que je vais dire, il n'y a aucune incitation à en prendre. C'est des produits puissants qui peuvent être dangereux s'ils sont pris dans un cadre pas réglementé, mal fait. Donc il y a des gens qui savent se servir de ces substances pour atteindre des états où il peut se passer des choses intéressantes. Mais prendre certains produits comme ça en soirée avec des potes aux Pays-Bas, ça peut très mal se passer et ça peut faire des expériences qui peuvent être mortelles éventuellement et parce qu'on a un mauvais dosage, ou alors qui peuvent créer des expériences qui vont pas être intégrées derrière, parce que des fois quand on a des expériences fortes comme ça, il y a
il faut un accompagnement, il faut essayer de comprendre parce que c'est assez facile avec ces substances de faire remonter des choses fortes, des émotions, des choses refoulées, justement, comme on a vu. Mais après, il y a tout l'accompagnement derrière qu'il faut faire. Et il y a des gens qui savent bien le faire, d'autres moins. Donc voilà, surtout, ne pas prendre ces substances dans des cadres récréatifs, qu'on appelle, donc pour faire la fête. C'est dangereux. Mais par contre, on va voir que dans un cadre médical, il y a des choses tout à fait intéressantes. Donc là, j'ai mis les principaux. Il y en a plein des psychédéliques, mais là, c'est un peu les principaux. Le LSD. Alors peut-être ça vous étonne la photo, mais en fait, le LSD, c'est un dérivé d'un champignon qui pousse sur le seigle, sur la céréale. Et voilà, c'est un champignon qu'on récupère et on crée le LSD à partir de ces champignons. Donc, il y a un des psychédéliques le plus important, c'est la psilocybine qu'on retrouve dans les champignons. Donc voilà, les champignons hallucinogènes qu'on peut prendre un peu partout, sauf en France, mais contiennent de la psilocybine. Donc il y a l'ayahuasca, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, on va en parler un peu. C'est une liane qui vient d'Amazonie, et dedans il y a la DMT, la la DMT quoi. En Amérique du Sud, il y a les cactus qui contiennent de la mescaline, donc ça c'est aussi un psychédélique. Et en Afrique, il y a l'iboga qui contient l'ibogaïne. Voilà, différents psychédéliques. Donc ça, à part le LSD qui est produit, c'est un produit de semi-synthèse parce qu'il vient d'un produit naturel et on va le synthétiser. Les autres sont des éléments naturels qu'on retrouve dans les végétaux. Et ce qui est intéressant, la DMT, là aussi, le corps humain est capable de générer de la DMT dans la glande pinéale, qui est une toute petite glande qui est en plein milieu du cerveau, qui est toute petite. Et cette glande peut créer de la DMT. Alors avec ces psychédéliques, les gens relatent tout un tas d'expériences avec des visions, des hallucinations, des états de mystique, des expériences spirituelles, des choses qui peuvent être très désagréables, des fois qui peuvent être très agréables. Donc voilà, ça c'est de plus en plus étudié. On regarde, je crois que j'en parle après. Voilà, il y a vraiment une réémergence aujourd'hui de la médecine psychédélique. En fait, ces substances, si elles sont prises dans un cadre médical avec le bon dosage, le bon accompagnement, ont des résultats, mais qui sont énormes dans le traitement de certaines maladies, des addictions, de l'alcoolisme, des dépressions. Parce qu'à la base, en fait, toutes ces substances ont été étudiées pour du médical, pour du thérapeutique. Après, il y a eu tout le mouvement psychédélique où ces substances ont été utilisées, sont plutôt associées à la fête. Et maintenant, depuis quelques années, revient ce qu'on appelle la réémergence de la médecine psychédélique. Ça revient, c'est étudié partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a en Suisse des hôpitaux où vous pouvez voir des médecins, des psychiatres, qui vont vous faire une thérapie à base de psychédéliques. Donc, ils vont vous faire prendre des champignons, vous allez vivre des expériences et peut-être guérir de certaines choses, comme l'expérience que j'ai pu vous raconter. C'était pas vraiment un rêve, mon expérience, c'était avec des psychédéliques. J'ai pas voulu commencer par ça pour pas vous choquer. Très récemment, parce qu'en France, on est un peu en retard sur ces sujets-là. C'est beaucoup étudié. Ouais, aux États-Unis, en Suisse, vous pouvez aller voir un médecin et dire voilà, je veux prendre des psychédéliques pour me soigner, et ça peut se faire. Mais là, très récemment, à Nîmes, donc il y a un hôpital qui est en train de lancer une grande expérimentation à base de psilocybine, donc des champignons, pour guérir des addictions à l'alcool. Alors, je vais aller assez vite sur l'ayahuasca. Donc, je voulais faire un petit focus sur l'ayahuasca, qui est quand même assez incroyable comme substance. C'est un mélange de 2 plantes qui viennent d'Amazonie. On mélange donc une plante qui contient la DMT, le psychédélique dont je vous ai parlé, et une autre plante qui contient, c'est ça qui est assez dingue, c'est l'autre plante contient ce qui va permettre au corps d'absorber la DMT. Si vous prenez que la chacruna qui contient la DMT, vous n'allez pas avoir d'expérience chamanique et de vision. C'est en association avec l'autre plante que la DMT va pouvoir être ingérée par le cerveau.
Donc ça, c'est assez dingue, parce qu'en Amazonie, il y a des milliers et des milliers d'espèces de plantes, et ils ont réussi à trouver les deux qui fonctionnent parfaitement en synergie pour donner des expériences. Et quand on demande aux chamans, donc c'est des chamans qui utilisent ces produits, quand on leur demande comment vous avez trouvé cette association, là, ils ont une réponse surprenante. Ils disent c'est les plantes qui nous l'ont dit. Et donc, je vous laisse pour en discuter après si vous voulez. Donc voilà, on mélange ces deux plantes, on les fait cuire, ça crée un liquide qui est assez dégueu, qui est amer. Donc ce liquide s'ingère et dans le cadre d'une cérémonie dans le chamanisme amazonien. Donc c'est très codifié, c'est là où je vous dis. Donc il y a le cadre médical qui permet d'avoir des résultats positifs dans le cas des psychédéliques, mais il y a aussi le chamanisme qui est des connaissances mais qui ont plusieurs milliers d'années, où ils savent bien utiliser ces substances, avoir les bons dosages et les bons rituels pour amener à des expériences positives qui peuvent amener à de la guérison de certains troubles. Donc ça amène, ces expériences amènent un certain nombre de visions. Vous avez d'ailleurs même actuellement au Quai Branly à Paris une exposition sur les visions chamaniques avec tous les gens qui ont fait les expériences et qui ont réussi à redessiner, repeindre les visions qu'ils ont eues pendant les expériences. Il y a des choses assez magnifiques. Alors, là j'en profite comme il y a pas mal d'étudiants. Là, il y en a qui vont bientôt finir leurs études. C'est une période où on a envie de voyager, de faire des expériences. Peut-être, après vos études, vous allez partir voyager. Souvent, l'Amérique du Sud est quand même une destination qui est... Moi, je l'ai fait, je suis allé 6 mois en Amérique du Sud. C'est un truc qu'on fait. Mais vraiment, faites attention, si vous voyez ça. Des fois, il y a des offices de tourisme où ils vous proposent visite de la cascade, San Pedro, trip ayahuasca avec un chaman. Un truc, c'est du tourisme. Ne faites vraiment pas ça. C'est vraiment dangereux. Vous pouvez vous retrouver avec un chaman qui est horrible et vous allez avoir des expériences qui peuvent amener des complications. Alors, je peux jusqu'à 50, c'est ça, Héloïse ? Ok. Donc là, je vais aller assez vite. Mais voilà, quand on parle de ces produits, en fait, il y a vraiment des problèmes de langage entre les gens. Par exemple, les psychédéliques en France, on appelle ça des stupéfiants ou des drogues hallucinogènes, alors que les chamans, eux, ils disent que c'est des substances thérapeutiques et ils ont toute une médecine avec ces substances-là. On parle aussi d'antéogènes à la place des psychédéliques. Les psychédéliques, c'est un peu associé à l'aspect récréatif, fête, et faire des tripes. Alors que les antéogènes, donc c'est toujours l'utilisation de ces substances, mais dans un cadre vraiment ritualisé, avec une culture, avec des objectifs thérapeutiques. Donc il faut vraiment distinguer ces utilisations-là. Et aussi important entre les hallucinations et les visions. Alors les médecins ils vont dire si vous prenez ce produit, vous allez avoir une hallucination, mais souvent ce que reportent les gens, c'est que ce n'est pas des hallucinations, c'est des visions. C'est-à-dire que la différence est importante quand même, parce que la vision, elle a du sens, elle peut guérir, elle peut faire comprendre des choses, donner des informations. Et entre une hallucination qui va être peut-être une déformation de la réalité, quand même une différence assez énorme. Donc là, je vais passer vite. C'est sur les différents chamanismes qui existent dans le monde. Alors, il y a beaucoup de chamanismes qui utilisent les psychédéliques, les plantes. Mais intéressant aussi, en fait, le chamanisme de Sibérie et asiatique utilise les tambours pour faire des expériences de transe. Donc il n'y a pas d'ingestion de substances, c'est par le rythme du tambour que les gens ont des expériences de ce genre d'expérience dont on a parlé. Alors il me reste un tout petit peu de temps pour les expériences de mort imminente. Alors ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça, mais les témoignages sur les expériences de mort imminente explosent vraiment depuis les années 70, parce qu'on a commencé à avoir des techniques de réanimation qui se sont développées. Donc de plus en plus de gens ont pu revenir d'une sorte de mort clinique, et ces gens relatent des expériences incroyables. Des témoignages de l'impression de sortie du corps, de revoir leur vie, la fameuse vision du tunnel avec la lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup et dans toutes les cultures du monde. C'est très souvent des expériences très positives, magnifiques, mystiques, spirituelles, avec des sentiments d'amour, de paix.
et l'impression qu'on est dans un espace où il y a, voilà, où il y a pas où le temps ne s'écoule pas. Donc il y a de plus en plus d'études sur ces expériences de mort imminente, sur les témoignages. Et il y a en gros après un arrêt cardiaque, c'est souvent après un arrêt cardiaque qu'il y a ces expériences, mais pas que. Ça arrive aussi pendant des accouchements ou même certaines peurs qu'on peut avoir. Si on frôle un accident, certains relatent une sortie du corps et des expériences un peu mystiques et après ils reviennent dans leur corps. Mais pour ceux qui vivent les arrêts cardiaques, il y a entre 12 et 18% des personnes qui vivent des arrêts cardiaques qui relatent avoir vécu une expérience de mort imminente pendant qu'ils ont été réanimés. Donc c'est quand même assez important. Donc qu'est-ce qui se passe pendant une expérience de mort imminente? Enfin, c'est un peu le processus qui fait quand vous avez un arrêt cardiaque, vous avez rapidement la circulation sanguine qui diminue, le cerveau n'est plus oxygéné, et donc vous rentrez dans un état de mort clinique où là vous pouvez encore, c'est temporaire et réversible, vous pouvez encore être réanimé. Si vous arrivez à la mort cérébrale, elle est irréversible, personne n'est jamais revenu de la mort cérébrale, mais entre ces deux états-là, vous pouvez être réanimé, et c'est dans cet état-là où les gens relatent des expériences de mort imminente. Donc ça, c'est beaucoup de caractéristiques qui reviennent de plein de témoignages de gens qui ont fait des expériences de mort imminente dans le monde entier. Et voilà, globalement, vous avez tous ces éléments, donc on ne va pas détailler, j'en ai déjà explicité certaines. Il y a les rencontres de personnes décédées qui sont assez troublants, où beaucoup de gens ont la sensation de voir une personne décédée et de pouvoir communiquer avec eux. Donc c'est assez troublant. Quelques témoignages de cas particuliers, alors ça c'est très troublant aussi. Certains enfants ont relaté des expériences de mort imminente. Et ils parlent aussi de rencontres avec des personnes décédées, de vision du tunnel. Et ce qui est intéressant avec les enfants, c'est qu'on considère qu'ils sont moins conditionnés par les filtres culturels, socio-culturels, qui peuvent peut-être déformer l'expérience. Les enfants, c'est un peu plus naïf, mais ils relatent quand même ces expériences. Et aussi, il y a des cas relatés de personnes aveugles qui ont fait des expériences de mort imminente et ils ont eu des visions fortes dans leur expérience de mort imminente. Ça, c'est quand même assez étonnant. Donc, ce qui est dingue dans ces expériences de mort imminente, c'est que là, entre l'état de mort clinique et mort cérébrale, le cerveau, il n'y a presque plus d'oxygène. En fait, toutes les fonctions du cerveau sont réduites. Et c'est là où les gens, c'est ça qui est étonnant, c'est là où les gens expriment des expériences ultra conscientes, en fait. Donc, c'est complètement contre-intuitif ce qui se passe. Et on a beaucoup de mal à le comprendre aujourd'hui. Je vais aller vite. Il y a énormément de témoignages de gens qui ont vécu des expériences imminentes qui relatent des faits objectifs. C'est-à-dire que pendant leur réanimation, ils sont sortis de leur corps et ils ont vu les gens, les infirmiers essayer de réanimer, ils ont vu la salle d'opération. Et ils peuvent relater des éléments objectifs. Voilà, sur cette table, il y avait un livre comme ça, le médecin était habillé avec telle blouse. Et là, il y a tout un tas de recherches qui répertorient ces témoignages avec vérification objective, où les médecins disent effectivement la personne, dans son état de conscience, où on la considère comme inconscient, elle est sur son lit de mort en train de mourir. Et en fait, non, la personne relate des faits objectifs, des objets physiques situés à un endroit. Donc là, il y a tout un tas de témoignages et donc ça s'accumule de plus en plus. Donc c'est quand même assez troublant. Les expériences de mort imminente amènent des répercussions comportementales très fortes. Les gens, après leur expérience, sont des personnes différentes. Donc c'est là où on n'est pas dans une hallucination, voilà, c'est quelque chose qu'on oublie. Les gens deviennent vraiment différents après ce genre d'expérience, avec des diminutions de peur de la mort, souvent les gens quittent leur religion, il y a beaucoup de divorces après des expériences de mort imminente, donc ça peut être conséquences positives ou négatives, ça dépend comment on le voit. Donc en tout cas, il y a une nécessité d'accompagner les personnes qui font ces expériences parce que c'est très lourd de conséquences. Ça, je vais zapper. Ça m'amène à la dernière partie, on va aller vite, il reste peu de temps. Mais en gros, ces expériences de mort imminente, elles sont considérées comme des anomalies parce que les neurosciences n'arrivent pas à les expliquer. On ne comprend pas comment le cerveau, alors qu'il est dans un état où toutes les fonctions normales ne sont pas là, comment les gens peuvent
relater des expériences folles. Donc, on considère ça vraiment comme une anomalie. Alors, là, je vais aller vite, c'est dommage, mais c'est en fait, là, on est vraiment dans le cadre peut-être d'une révolution scientifique. Et ça a été beaucoup étudié, la structure des révolutions scientifiques, comment on passe d'un paradigme scientifique à un autre. Donc, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Et ça ne se fait pas sans résistance. Mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qui est très bien décrit dans ce livre de Thomas Kuhn, où il écrit voilà, comment on passe d'un paradigme scientifique à un autre, et qu'en fait, au début, on part d'une anomalie, quelque chose qu'on ne comprend pas, et cette anomalie va nous obliger à redéfinir certaines choses. J'ai un truc qui s'est affiché là. Ok, et donc là, je voulais vous donner plusieurs exemples de révolutions scientifiques. Mais on va aller très vite. Par exemple, voilà, une révolution scientifique, c'est quand on est passé du géocentrisme à l'héliocentrisme avec Copernic, où avant on croyait que c'était la Terre qui était au centre de l'univers et le Soleil tournait autour. Et on est passé à un modèle héliocentrique où c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Donc ce changement de modèle, il ne s'est pas fait sans résistance, ça a pris du temps. Et les gens qui étaient accrochés au premier modèle ont exprimé beaucoup de réticence. Il y a pareil avec Maxwell, donc je vais passer... Einstein aussi, quand on est passé de la gravitation de Newton à celle d'Einstein, il a fallu remettre complètement en question le modèle, notamment les notions de temps et d'espace. Avec le modèle d'Einstein, le temps et l'espace ne sont plus absolus. Une seconde ne dure pas une seconde partout, et un mètre n'est pas un mètre partout. Alors qu'avant, on pensait que c'était des données absolues. Donc là, il a fallu... C'est pas juste une petite évolution du modèle ou une optimisation, c'est une refonte totale du paradigme. Et donc, on est peut-être actuellement dans une nécessité de refondre notre paradigme actuel, qui est le matérialisme scientifique. Voilà, on considère que tout vient de la matière, que le fait que la conscience vienne du cerveau, c'est quelque chose qui nous paraît assez commun et évident pour nous. Mais en fait, pour l'instant, il n'y a aucune preuve scientifique qui le dit. Il y a des relations, mais pas des causalités. Et donc peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse un peu au matérialisme scientifique tel qu'on l'apprend et qui baigne dans notre vie de tous les jours, qui est vraiment dans notre culture. C'est que tout est matière, tout vient de la matière. Une petite minute, Héloïse, ça va aller. Donc il y a tout un post-matérialisme qui est en train de se créer. Là, je vous ai mis, c'est un manifeste qui a été fait il y a quelques années sur le post-matérialisme, où c'est plein de scientifiques, mais vraiment du monde entier et très réputés, des prix Nobel, qu'on crée un manifeste de sortir du matérialisme. Donc je vous laisserai le lire, c'est assez étonnant et ça pose plein de questions. Et donc j'arrive à la fin. Peut-être que dans les nouvelles théories qui vont sortir sur la conscience, parce qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi vraiment que le cerveau est la cause de la conscience, peut-être qu'on peut imaginer des théories complètement radicalement différentes, que la conscience serait une force fondamentale qui est partout, comme la gravitation. Donc elle ne serait pas dans notre cerveau, elle est partout et notre cerveau vient la capter. Ou que la conscience est universelle, c'est-à-dire qu'elle est dans toute la matière, dans chaque grain de matière, il y aurait un certain degré de conscience. Donc dans les atomes, il y a un peu de conscience, et le fait que la matière s'organise avec différents niveaux de complexification crée des consciences plus ou moins élevées. Donc c'est assez radical comme idée, c'est assez étonnant, mais c'est beaucoup étudié en philosophie et en sciences également. Et ça peut amener à un modèle qui dit que le cerveau n'est pas un générateur de la conscience, mais plutôt un récepteur, comme une radio. La conscience est partout, et le cerveau, votre cerveau, vient capter, comme une radio où il est réglé sur une certaine fréquence, vient capter une certaine portion d'une conscience qui pourrait être beaucoup plus grande que vous. Donc voilà, c'est le genre de questions vers lesquelles on peut se diriger, qui vous paraissent peut-être un peu folles et un peu métaphoriques, mais qui sont étudiées très sérieusement dans les neurosciences. En conclusion, il est 59, pour les questions-réponses. Donc, la conscience, l'émergence de la conscience dans le cerveau n'est pas démontrée. Donc ça, c'est un élément important. Il y a des corrélations. Les expériences de mort imminente sont des anomalies qui poussent à remettre en question le matérialisme scientifique.
Et peut-être qu'il faudrait explorer d'autres voies de connaissance que la méthode scientifique pour explorer la conscience. Par exemple, on voit que le chamanisme, ces gens-là ont des capacités de faire amener chez les gens des expériences où ils peuvent explorer certains niveaux de conscience. Et donc peut-être qu'on peut imaginer des nouveaux scientifiques qui seraient aussi un peu chamans et qui feraient des expériences, qui ne seraient pas juste dans une observation objective des choses, mais qui mangeraient, pour reprendre l'exemple du piment, ce ne serait pas juste j'observe le piment, je décris le piment, mais c'est je mange le piment. Et donc le chamanisme, ça serait je mange la conscience pour vraiment explorer ce que c'est. Merci. Merci beaucoup. Alors malheureusement, sujet vaste, donc on va devoir s'arrêter là, on n'a pas le temps. Alors par contre, vous pouvez évidemment, si ceux qui n'ont pas cours, s'arrêter avec Benjamin quelques instants au l'espace café. Pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît, celles qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions que je transmettrai donc à causerie au pluriel @saisie.fr. Alors j'imagine qu'il y a les annexes. Voilà, peut-être que possibilité de récupérer une partie de la présentation. Voilà. Comme je vous le rappelais, toutes questions sur les causeries, donc à cette adresse, plus les replays sur la chaîne YouTube, les playlists Causerie Saisie. Et la semaine prochaine, on aborde un sujet, le biomimétisme, avec Olivier Allard, qui est responsable pédagogique industrie ici. Les leçons de la nature, donc encore, s'il vous plaît. Merci à tous d'avoir participé à cette causerie. Merci à vous qui nous regardez. Diffusez le lien et à la semaine prochaine. Merci à tous.